m'assieds à la table de la cuisine. Blanc, beige, beige, blanc. C'est machinal. Décompter les carreaux de faïence au-dessus de l'évier. Moi assise là, dans l'odeur du lait tiède, le matin. Coude collant à la toile cirée, les yeux à refaire le décompte. Encore une fois, horizontalement, blanc, beige, beige, blanc. Puis de nouveau, blanc, beige, beige, beige. Percer le sens de cette suite logique. Je ne retourne pas dans la chambre, juste la cuisine, sans tenir là. La table avec sa nappe, toujours les 4 chaises. Une 5e placée dans un des coins de la pièce. La pendule à l'heure. Des détails que j'avais oubliés me reviennent. J'en découvre d'autres. Mon père a poursuivi dans ce lieu une existence dont je ne sais rien. Le tableau inconnu, accroché sur le pan de mur entre 2 fenêtres, suffit à le confirmer. Paysage vallonné, aux arbres agités par le vent. Texture épaisse. Quelque chose d'énergique et de désespéré. Il a poursuivi son existence. Il a acheté un tableau. Pas besoin d'autres preuves, moi qui l'imaginais cloîtré là, ni de gravir l'escalier qui mène aux chambres. De celle qui fut la mienne, je connais de cœur la tapisserie, son motif courant des murs jusqu'au plafond, qui m'obsédait depuis l'oreiller. La plante à fleurs grimpe le long d'un treillage. Combien de fois? Repérez combien de fois le motif se répète sur le mur. Combien de fois la plante grimpe-t-elle et grimpe? Cligner des yeux pour faire apparaître en premier plan l'arabesque fleurie, puis le treillage auquel elle s'accroche. Et je me pose cette question, systématique. Lequel de ces 2 motifs est-il censé primer sur l'autre? Vois-tu les fleurs ou vois-tu le treillage? Puis là, dans les nœuds du bois de la porte, vois-tu ces yeux qui nous regardent? Suis-je la seule à voir ce que je vois? Nulle envie d'aller voir si la tapisserie a été changée depuis. Je me doute que non. Je me doute que les motifs s'épanouissent encore d'un angle à l'autre de la pièce. Peut-être ont-ils fini par s'entre-dévorer depuis que je n'y suis plus. À présent, une question supplémentaire se faufile. À présent, comptant, recomptant machinalement, blanc, beige, beige, blanc. Je me demande, pourquoi mon père a-t-il choisi cet agencement de carreaux sur le mur au-dessus de l'évier? Leur succession répétitive, pourquoi cet ordre? Pourquoi ce rythme? A-t-il réfléchi à un blanc, puis 2 beiges, puis un blanc, puis 3 beiges? Et l'idée des fleurs pour ma chambre, ces fleurs entrelacées. Je reste assise à la table de la cuisine, les avant-bras collés sur la toile cirée jaune. Je ne fais rien que compter les carreaux. Il commence justement à pleuvoir. Mon père est mort. On n'est pas obligé de se sentir concerné. Reste la maison. Elle va être vendue. C'est la suite logique. On est lundi. Le vent est doux et lent. Le temps de la pause déjeuner, je m'installe sur un banc du jardin public. Je regarde les pétales de fleurs flotter sur le bassin. Les parfums se mêlent dans l'air. Tulipes, roses, tulipes. Machinalement, je joue avec mon trousseau de clés. Je les fais défiler une à une, lentement, comparer leurs formes, les secouer l'une contre l'autre pour les faire teinter. Lorsque je les range dans ma poche, je sens leur présence, un morceau de métal dentelé qui frotte légèrement contre ma cuisse gauche.
Elles ouvrent la porte de quelques pièces contenant mes affaires, ce que j'ai accumulé de ma vie, ces choses, papier froissé au fond d'un tiroir, galets posés sur une étagère, une broche dorée en forme de libellule dans quelques pièces de cette ville. 4e étage, tandis que je suis assise sur ce banc, pétales de fleurs. La maison. D'abord un plan dessiné à la craie sur le terrain fraîchement acquis. Filet blanc, traçant au sol des espaces rectangulaires. Pièces et couloirs, sautant les petits cailloux, surmontant les quelques roches non encore déterrées. Ici, il y aura le salon, avec une vraie bonne cheminée. 3 chambres, une salle de bain en haut et une deuxième en bas. Il savait ce qu'il voulait, cette maison à l'image de son confort intérieur. Il a commencé à la monter, parpaing après parpaing. Les sacs de ciment, les tubes de mastic, les palettes de carrelage. La lente concrétisation de l'espace intérieur de mon père. Il fallait du solide. La maison, toute fraîche et droite, debout sur son talus de terre, bien droite et debout, imposante dans sa fierté neuve, le conduit de la cheminée dépassant comme un trait vertical sur le ciel. 4 fenêtres en haut, 3 en bas. 2e fenêtre en partant de la gauche, ma chambre. Depuis la fenêtre, ce que je voyais, les branches hautes du tilleul, au travers, la colline en face, avec à son sommet un bosquet de pins. Sur les flancs de la colline, les champs séparés par un chemin, le long duquel 2 fermes, d'où provenaient parfois les aboiements des chiens. Lorsque je sors, j'y pense. Mes affaires rangées dans ces pièces, contre ces murs, dans ces placards. Là-haut, un lieu qui me donne droit à un sentiment de propriété, un lieu où les objets de ma vie sont réunis. 4e étage, porte gauche, ce bloc d'espace suspendu dans l'air de la ville. Je sens dans ma poche un léger poids de métal qui frôle ma cuisse lorsque j'avance la jambe gauche. Rentrant le soir, glissant la clé dans la serrure, je marque un temps d'hésitation. Je tends l'oreille. L'appartement, univers clos. Un ciel, la peinture bleue du plafond de la chambre. Une terre, les lattes brunes du parquet, comme un champ labouré. La veilleuse dans la chaudière. Un microcosme à soi. Lorsque j'entre, j'entends le robinet qui goutte. Où j'habite aujourd'hui, c'est en ville. 4e étage, porte gauche. Un appartement. Je prends le grand boulevard bordé d'arbres. Levant la tête, leurs branches se rejoignent et se mêlent, pendant qu'au-dessous, les lumières alternent. Vert et orange et rouge, et vert et orange et rouge. 4e étage, porte gauche. Je sors les clés de ma poche, j'actionne plusieurs serrures avant de tourner la poignée. De part et d'autre du couloir, la cuisine et le salon, la chambre et le bureau. De sorte que l'appartement forme une espèce de carré, 4 parties, presque égales, séparées par un couloir, au fond duquel se trouve la salle de bain. J'ai aimé le schéma simple de cet appartement, lorsque j'en ai reproduit le plan sur la nappe en papier d'une table de restaurant. Tout est blanc crème. Avant d'emménager, j'ai tout repeint. Au fur et à mesure que le rouleau recouvrait l'ancienne peinture, la pièce me semblait plus familière. Pas de tapisserie, ni motif ni relief, pas de crépi, dont les excroissances miment des visages déformés, mains écorchées. Tout est lisse et clair.
Debout, au milieu de ma chambre, tenant le tableau à bout de bras. Choisis bien l'emplacement, a dit mon père. On ne va pas faire 36 trous dans le mur. Il est monté sur un tabouret. Il a tracé une petite marque au crayon sur la tapisserie, une petite croix. Avec la perceuse, il a fait un trou dans le plaque-au-plâtre, minuscule tas de poudre blanche sur le parquet. Il a placé dans le trou une cheville rouge, une vis dans la cheville, puis il a accroché le tableau. Dis-moi si c'est bien droit. Noyés au milieu des grosses fleurs de la tapisserie, les coquelicots étaient ridicules. Assise là, une tasse de thé entre les mains, je me mets à y penser. Je pense à la maison de mon père, au claquement des volets, au craquement des vieilles poutres qui mettront des années à devenir poudreuses, de la poussière de poutre, l'ossature de la maison. Une maison non entretenue se détériore en peu de temps. Est-ce le bois en premier qui s'effrite, la toiture qui fuit, les tapisseries qui se décollent, les planchers qui se mettent à gondoler, les souris qui grignotent la moquette pour s'en faire des nids? Je les laisserai faire, je ne toucherai à rien. Un jour, peut-être, j'irai voir le spectacle. Un long chêne aura poussé en son milieu, au travers des murs. Alors c'est sûr, elle me plaira. Les motifs de la tapisserie fondus dans le décor, la treille noueuse avec ses fleurs de cauchemar rendues à la liberté, grimpant en parasite sur les pierres restantes. Les grosses fleurs luxuriantes de la tapisserie. Un univers de cauchemars incrusté dans nos lieux de vie. Visages déformés, mains tendues, doigts crispés, transformations sournoises. Enfant, je faisais régulièrement ce cauchemar. Au matin, descendant les escaliers pour rejoindre mes parents, je découvrais avec effroi qu'ils s'étaient transformés dans la nuit en personnages hostiles. C'étaient pourtant bien eux, assis à table, en train de déjeuner, leur visage et leur corps, rien de flagrant. Juste ce sentiment soudain d'insécurité, l'éclat de l'œil tourné vers moi, le pli de la bouche souriant d'un air mauvais, une singulière étrangeté dans la posture, moi figé, tétanisé sur le seuil, n'osant m'échapper. Les repères familiers, inébranlables, soudain évanouis. Avant de repeindre l'appartement, j'ai rebouché les creux et les fissures des murs avec de l'enduit lissé. Je m'allonge sur le parquet, bras écartés. La mémoire fait des sauts en arrière. S'ouvre une petite lucarne à laquelle apparaît, souriant, entre deux pots de géranium, le visage de ma grand-mère. Rouge, blanc, rouge. Je me souviens du bruit sec des petits pois qu'elle écossait, tombant dans le saladier en plastique. Vert, 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 vert. Je me souviens d'un morceau de collier cassé, trouvé sur le chemin de terre, l'alignement des perles, rouge, vert, bleu, rouge, vert, bleu. Ces trois couleurs, leurs vibrations, et la robe que je portais, rose brodée autour du col. Le même chemin, toujours emprunté, dans cette symbolique que l'enfant s'accroche à des gestes répétés, au pas mis dans des pas, rituel qui échappe au reste du monde. Sous mon dos, le bois du parquet s'imprègne de ma chaleur. Je m'assieds, coude sur les genoux. Je contemple imbécile les gouttes qui glissent de mes joues et forment de minuscules taches sombres à la surface du parquet. Les souvenirs font pleurer. Voilà. Dans le dessin apparu entre mes pieds, je cherche une indication, un signe qui explique avant de s'évaporer dans la pièce. Il déteste que je ne sache pas pourquoi. Il faudrait savoir pourquoi. En observant bien, je distinguerai peut-être une forme dissimulée là, trouver l'objet caché dans le paysage, le feuillage d'un arbre ou les tuiles d'un toit, comme dans ce jeu qu'il y avait dans le journal du dimanche.
passivité me prend dès que je suis seule, une inertie mauvaise qui engourdit le corps. On s'inquiéterait de me voir assise là, et penser par association, tournant et tournant. C'est que parfois l'idée d'action perd de son sens. Il me semble qu'il serait tout aussi bien de rester sans bouger, ne plus rien faire, ne plus m'inscrire dans des gestes, rester assise sur le rebord de la baignoire et m'arrêter là. Sors de la salle de bain, le café refroidi. Quelle image de moi livrée aux yeux du dehors, dans quel corps me montrer, cheveux tirés, le visage en avant, avec sur la bouche un peu de rouge à lèvres. Je passe du temps à compter les petits carreaux de faïence qui décorent le pourtour de la baignoire. Du bleu, du blanc, du bleu. J'ouvre la porte. Le couloir, le salon. Le couloir, la cuisine. Le couloir, la salle de bain. Le couloir, la chambre. Je m'amuse à tracer mentalement mon itinéraire dans ces pièces, le circuit que j'effectue. J'en conclus qu'il y a une pièce en trop dans cet appartement. Je n'entre jamais dans le bureau. Je circule à angle droit autour de cette pièce. Salon, couloir, chambre. Le bureau comme une enclave dans ce circuit. Je le contourne. Y a-t-il un certain nombre de mètres carrés au-delà desquels l'espace est supérieur à ma capacité de présence? J'emplis 3 pièces de ma vie quotidienne. La 4e reste inerte, comme un membre inutile. 4 pièces. Je suis dans l'une, puis je suis dans l'autre. Une dans laquelle je ne vais jamais. Cela change-t-il quelque chose? Un bloc d'espace parfaitement immobile. Aucune présence pour perturber. Les choses simplement posées à leur place. Les objets, les meubles, en attente d'un mouvement, en attente que je déplace, que j'ouvre la fenêtre. Sans cela, rien ne bouge, tout se tapit. Ai-je seulement pensé à ouvrir les rideaux? Passant devant la porte du bureau, j'en viens à faire le vœu qu'elle se transforme en mur, que cette pièce en trop disparaisse de l'appartement, que sa configuration se modifie selon, que l'appartement s'adapte à ma capacité à l'habiter. Imperceptiblement, je me mets à interroger cette porte. Si je n'ai pas l'intention d'entrer dans cette pièce, alors quoi? Je suis devant elle. Derrière, je ne sais pas. Les portes arrêtent et séparent. D'un côté, il y a moi, le livre que je tiens à la main, le canapé dans lequel je suis assise, la grande lampe à pied avec son abat-jour, la table sur laquelle est posée une tasse de thé qui fume, le bol à sucre. De l'autre côté de la porte, c'est là où je ne suis pas. Une dizaine de jours seule, et me voilà. Je tourne autour d'une porte, je la questionne. Elle se pose là. Elle se maintient avec perfidie dans son rôle, sa poignée ronde appelant le geste d'une main. Jamais je n'aurais supposé le pouvoir d'une porte, jamais je n'aurais cru. L'idée m'est venue qu'il pourrait y avoir de l'inattendu derrière, dans cette pièce. Quelque chose a eu le temps de s'y développer. Métamorphose hostile en cours,
La porte en garde frontière, avec son air pervers. Tout fort, je dis n'importe quoi. Je n'ouvre pas la porte. On le sait, les portes s'ouvrent et se ferment. Elles délimitent, elles isolent. Elles protègent du froid, du bruit, des autres. As-tu fermé la porte à clé ? Parfois, fermer la porte à clé ne suffit pas. Je me déplace à angle droit autour de cette pièce. Le bureau, morceau de vide dans le carré formé par l'appartement. De la chambre à la cuisine, au salon, passant devant cette porte fermée, comme si cet abandon d'occupation pouvait lui donner l'occasion de prendre une place singulière, imposer sa propre présence, comme si les pensées que j'y ai quelquefois produites avaient pu se libérer et croître sans maîtrise de ma part. Je rêve parfois, les yeux au plafond. J'ai rêvé parfois, assise dans le fauteuil du bureau. J'ai éprouvé des regrets, j'ai modifié le cours des choses, j'ai produit de l'imaginaire enchanteur, des pensées noires d'aigreur, de l'amertume déversée. Comme tout le monde, il m'arrive d'en vouloir à la vie. Je lui en ai voulu, assise dans le fauteuil en cuir, tête renversée sur le dossier, des pensées s'envolant haut, très haut, comme ballons gonflés d'hélium, qui tirent pour s'échapper, mais l'encre est résistante, mais l'encre est fichée juste dans l'estomac. Je me demande pourquoi cette pièce, enclavée dans mon appartement comme un corps étranger, une écharde dans la plante du pied. Je ne savais pas l'effet d'une porte. Je suis figée devant elle. Je tourne autour. Je n'ose plus en actionner la poignée. Les espaces reprennent-ils leurs droits lorsqu'on ne les habite plus ? S'y développent-ils des souffles hostiles ? C'est comme une boîte fermée. Les quatre murs, le sol, le plafond. C'est comme une boîte. J'ai peur de croire qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Calme-toi, sors un peu. Mais sortir, il me semble que j'en suis empêchée. Puis cela empire. Il y a la poignée de la porte comme un reproche. Il y a la présence de ces murs, tous ces murs, ces sols, ces plafonds, qui se resserrent jusqu'à l'étreinte, ou bien se dilatent. À croire que je flotte dans un espace sans repère. Qu'est-ce qu'un mur dans ce désordre ? Quelle garantie prétend-il me fournir ? Il affirme. Voici. De ce côté, c'est le couloir. De l'autre, le bureau. Je suis la frontière. Mais qui peut savoir ? Tout aussi bien l'espace du bureau peut s'éclipser, s'effacer, se dénaturer au moment où je ferme la porte. Le mur pour seul témoin, le mur en bon complice, lui qui sait, lui qui voit à la fois ce qu'il y a d'un côté et de l'autre. Un espace clos par des murs, ce qu'on appelle une pièce. De toute la force de la réalité, je sais qu'une pièce est délimitée par ces lignes qui tracent un cube en perspective. Je les connais, je sais dessiner cela. Pourtant, elles ne sont plus. Parfois, à croire que la logique même a disparu. Les espaces se confondent, les surfaces se tordent, l'air s'amenuise, et la nausée me prend. Quelqu'un m'a téléphoné, quelqu'un m'a dit, on l'a retrouvée là, dans le fauteuil, face à la cheminée. Le feu était éteint. Une chambre, c'est une pièce dans laquelle il y a un lit. Un salon, c'est une pièce dans laquelle il y a des fauteuils. Un bureau, c'est une pièce dans laquelle il y a un bureau. Une entrée, c'est une pièce dont au moins une des portes conduit à l'extérieur de l'appartement. Personne ne m'a prévenu. Attention, cela peut être dangereux un espace. Parfois, ces dimensions entrent en mutation sans crier gare, et tu ne sais plus où est la porte, où est la sortie. Tu ne sens même plus tes pieds sur le sol, tu ne sens même plus tes pieds. Et la porte qui conduit à l'extérieur, au dehors, au réel, il n'y en a plus non plus. Ou bien elle change de place, elle est trop haute, poignée inaccessible, ou bien minuscule. Ou est-ce mon corps qui a grandi, disproportionné soudain ? De toute manière, comment sortir ? Comment aller au dehors lorsque l'on ne sent plus ses pieds sur le sol ? Au dehors, je n'y songe pas. Je tâche de me concentrer pour ressentir le dedans, me souvenir de ce que je suis, de la personne que je suis. Réinvestir mon corps et le contact de ma main sur le sol. Réinvestir ce lieu à l'intérieur duquel je me tiens. Mon corps s'est assis sur le bord du lit, la tête penchée dans les mains. Je contemple imbécile ce combat qui dessine de minuscules taches sombres sur le brin du parquet. Je réfléchis, j'essaie de me souvenir. Mon esprit n'a enregistré que des images matérielles, palpables, pas de sensations, rien d'indéfini. Du concret qui m'empêche d'établir un lien, quel qu'il soit,
entre les événements de ma vie et cette avalanche interne. À l'intérieur, tout s'effondre, mon corps est poreux, mon corps est sujet aux intrusions de l'extérieur, et les mots que j'entends, les mots qu'on me dit, « Calme-toi !» Quelque chose à l'intérieur se dénoue un instant. Le corps est mon lieu. Y suis-je enfermée? Les oreilles sont des portes d'entrée. La bouche est une porte de sortie. Je parle du dedans. On m'entend au dehors. Le corps s'est construit tout seul. Je n'ai pas pris de mesure, choisi la couleur des murs, ni la forme des meubles. Les cheveux, les yeux, la construction la voici, qui deviendra poudreuse elle aussi. Poudreuse la charpente de la maison. Le corps construit par le Père, à son image, sans avoir l'air d'y toucher. La couleur des cheveux, la couleur des yeux, les fondations. Ce que j'en fais, c'est seulement coiffer, habiller, déplacer. Tout le reste avant, cela vient du Père. Pendant tout ce temps, il y a une maison, à des kilomètres, dont on m'a dit, c'est noté noir sur blanc. Le père est mort, elle vous appartient. Mon corps me fait défaut, éclair dans la tête, muscles tendus, doigts crispés. Je discerne mon reflet dans les flaques d'eau qui s'éparpillent sur le trottoir. Je m'efforce de redevenir moi-même, faire les courses, marcher, lire sur un banc. Peu à peu, le calme s'installe, les sens comme atrophiés, assise sous un sol, contre le dos de pierre de la petite église. L'angoisse se fait si forte alors qu'elle en disparaît. Moi assise au plus bas, à même le sol, regard tombé dans les minuscules grains de cailloux, dont je sens les pointes sous la paume de ma main. Rien ne bouge, tout est lent et lourd, et tout me pèse, jusqu'à mes bras que je laisse pendre le long de mon corps. Je prends une poignée de sable, la laisse glisser, quelques cailloux que je fais sauter sur le dos de ma main. Je me lève, le corps pesant et l'épaisseur sirupeuse du monde alentour. Je fais le tour de l'église, lentement. J'ai du mal à sentir ma propre présence. Je porte un espace vide qui pèse lourd. Je suis sans consistance. Un espace creux s'est installé à travers la chair. Un emporte-pièce en forme de quoi? Je rentre après des détours dans les ruelles voisines. J'évite le boulevard. D'en bas, j'y pense. N'y a-t-il pas trop d'indéfinis entassés là-haut? Cet appartement avec toutes mes choses, les choses de ma vie dedans, est-il bien conseillé de monter les escaliers? Je pourrais jeter les clés et n'y jamais retourner, laisser en plan toutes mes affaires et ne plus donner de nouvelles, décamper, faire place nette, débarrasser le plancher, vider les lieux. Les choses de la vie des autres sont bien peu de choses. Un occupant d'espace en vaut un autre. Inventorier, ranger, classer, trier, éliminer, jeter, fourguer, casser, brûler, débrancher, détacher, couper, tirer, démonter, plier, couper, rouler, empaqueter, emballer, sangler, nouer, empiler, rassembler, entasser, ficeler, envelopper, protéger, recouvrir, entourer, serrer, enlever, porter, soulever, balayer, fermer,
Je reste un long moment au pied de l'immeuble. Je frotte la pointe de mes chaussures contre le sol. Alors je pense, quelle illusion, jeter les clés. Cet indéfini-là dupe toutes les serrures. Il viendra sans tarder se loger de nouveau dans mes poches et mon estomac. Je pousse la porte de l'immeuble. Je monte les 4 étages. Quelqu'un m'a téléphoné. Quelqu'un m'a dit. On l'a trouvé là, dans le fauteuil, face à la cheminée. Le feu était éteint. Je m'applique à penser à autre chose. Je résiste aux assauts. On n'est pas obligé de se sentir concerné. J'ai contacté un notaire. Un brocanteur viendra vider la maison. Je ne toucherai à rien. Je ne veux pas ouvrir les tiroirs. Je ne monterai pas les marches qui mènent à l'étage. Entrer dans les chambres. Voir ce qu'il en reste. Je me mets à avoir peur. Je vois le ray de lumière qui filtre au bas de la porte du bureau le matin. Voilà ce ray de lumière qui filtre sous la porte. Des choses ont dû bouger derrière, des pensées prendre vie, des fantasmes endigués, des amertumes échouées. J'imagine le chaos dans cette pièce enclavée chez moi. Un appel du néant, un trou noir, une bouche béante venue des profondeurs qui s'ouvrira en même temps que la porte, si je l'ouvre. Je sais pourtant que si, tournant la poignée poussant la porte, si je l'ouvrais, derrière, ce serait une pièce immobile, tout à sa place, en silence, immobile. Chaque chose posée là, bien sûr, mais l'air peut être comme troublé, une eau à la surface de laquelle on perçoit les ondes longtemps après que le caillou ait été jeté. Une vibration dans l'air. Je m'allonge encore, sous les paupières l'image d'un verre uni, celui de l'herbe rase, tapissé de petites fleurs qui ne poussent qu'ici, le silence, la course continue du vent, régulièrement au loin, les vibrations d'une cloche de village. Combien de temps peut-on rester seul, au beau milieu d'un espace, dans ce silence? Malignement, une sourde angoisse s'amorce, les sens s'agitent un à un, l'endroit se fait hostile, une peur panique me pousse à courir jusqu'à retrouver le lieu clos de la maison, où les battements du sang s'apaisent peu à peu. Des murs, un sol, un plafond. Le trop d'espace finit toujours par être oppressant. Chaque nuit, le même rêve me revient. Venez voir, regardez, regardons bien. Vous et moi, dites-moi quelle forme elle a. Voyons-nous la même chose? Voyez-vous la même chose que moi? Cette forme sur le mur, une sorte de lèpre a envahi l'un des murs du salon. La tache d'humidité s'est répandue du plafond jusqu'au milieu du mur. Une eau qui a sointé et verdi au contour. Je reste plantée devant. J'observe la forme prise par ces auréoles aux noires couvertes et bleutées. Peut-être y a-t-il un signe, quelque esquisse d'indice à deviner. J'effleure de la main la surface du mur. L'énergie me manque. Pourquoi ne pas rester à attendre? Attendre que surgisse tout à fait une image de cauchemar ou de délivrance? Je ne sais pas. Peut-être y aura-t-il un visage, un paysage, une silhouette indistinguée dans cet envahissement progressif du mur. Et moi, clignant des yeux, à déceler quel contour je veux bien voir apparaître. Je me prends au jeu, assise à bonne distance sur le parquet. J'observe l'apparition de nouvelles traces, tandis que d'autres s'estompent. J'assiste au spectacle. J'ai payé mon billet. J'attends le dénouement. Chaque matin, constater l'évolution des dégâts. Debout, tasse de thé à la main, regard planté face au mur. J'incline la tête d'un côté, puis de l'autre. À l'intérieur, tout se débat. Observons bien. Il pourrait déceler peut-être sur mon visage quelques marques du regard aigu posé le matin même sur la lèpre du mur. Observons bien, peut-être verrait-il courir dans mes yeux une imperceptible zébrure de panique. Je me raisonne ainsi. Je souris à l'idée que ma vie prend des allures de mauvaise science-fiction. Une pièce qui reprend ses droits, une porte qui sournoisement sourit, et ce mur qui cherche à s'exprimer par la décomposition. Il y a de quoi rire. Certains élans me poussent contre le sol. Observer ces failles une à une pour mettre la main sur celle qui sort de l'ordinaire, de laquelle s'échapperait cet impalpable, une des rainures entre les lattes du parquet. Plaqué au mur, en examiner les pores. Je m'accroche aux aspérités, tisse des pronostics dans les angles. Tout était lisse et clair. Quelque chose s'est sali. Allongé sur le lit, j'apprivoise mon souffle. Les contours de mon corps s'estompent. Une silhouette floue se fond dans le décor. Assise au bord du lit, je regarde
minutieusement, depuis des heures. Il a fabriqué chacun des éléments. À présent, il les ponce. Il n'entend rien autour, la vie des autres. Rien que le bruit du papier de verre sur le bois, régulièrement. L'objet qui devient doux sous ses doigts. Puis il s'approche du meuble, engage sur les rails métalliques le tiroir qu'il vient de poncer, recule de quelques pas, pour le plaisir. Contempler le travail accompli. S'essuie les tempes avec un mouchoir à carreaux, plisse un peu les yeux, sourit. Tout est bien droit. Je l'observe par l'entrebâillement de la porte. J'avance de quelques pas vers lui. Je dis « On passe à table, papa ?» Assis sur le tabouret, je vois cet homme. Il ramène ses jambes contre son corps. Le menton touche ses genoux. Il est perché. Les flots peuvent se dresser autour. Tout peut déferler. Il n'entend pas. Il a confiance. La maison résistera aux intempéries. Elle est solide, elle est indestructible. Les meilleurs matériaux. L'isolation, le chauffage au sol, tout est au point, tout est conforme, tout a été étudié, certifié, vérifié. Tout calculé, repéré, répertorié. Tout noté, contrôlé, recontrôlé. L'orage peut éclater, les vents gonfler, les arbres s'agiter, déraciner. L'eau couler, couler, couler. Je suis à l'abri. Les bras crispés autour du corps, visage plissé. Il pense. À présent, que me reste-t-il à faire? Une griffe au fond du ventre se resserre. Quelqu'un m'a dit, on l'a trouvé là, dans le fauteuil. Il n'a pas dû envisager la suite. La maison sans lui, ça n'avait pas de sens. Alors qu'importe, il n'a rien prévu pour après. Quoi en faire? Il n'y a peut-être pas pensé, même oublié qu'un jour les chambres, il les avait construites pour nous. La nuit est déjà tombée. Elle encercle l'appartement à travers les grandes vitres. Les autres, à l'extérieur, forment un groupe de vie. Je m'éloigne d'eux, par à coup. Partout où je suis, il n'y a plus de place. Je me souviens qu'il faut ôter ses chaussures avant d'entrer. Je me souviens qu'il faut accrocher sa veste au porte-manteau, poser son sac par terre, près de la porte, ne pas le laisser trop longtemps, vite l'emporter dans sa chambre. Ranger, ne pas laisser de traces, ne pas s'imposer dans la maison, ne pas imposer sa présence. S'effacer devant la maison construite parpaing après parpaing. Respecter la lente montée à la sueur du front de mon père. La lente montée vers la lumière de la maison intérieure, du fort intérieur de mon père. S'effacer devant l'œuvre de mon père, érigée sur le talus encore frais. Sorti des ombres intérieures de mon père, sorti au grand jour en pleine lumière aveuglante, apparue flambant neuve sous nos yeux. La concrétisation de l'espace intérieur de mon père, cela mérite silence. Toute atteinte à la maison comme une agression, toute indélicatesse punie. Nous vivons dans l'espace intérieur de mon père, comme s'il nous portait à son tour dans son ventre. Lente gestation dont il nous faudra violemment sortir. La protection utérine de la maison n'est que temporaire. Bientôt, vous devrez vous en passer. Ma grand-mère est bien là, sur la terrasse. Je crois qu'elle écosse des petits pois. Ils tombent par grappes, avec un bruit de perles dans le saladier rouge. Elle s'est installée à l'ombre de la treille. Au-dessus d'elle, les feuilles se balancent doucement. Quelqu'un m'a dit, on l'a retrouvée là, dans le fauteuil, le regard vide de mon père. Sensation d'être enfermée vivante, mon corps sous scellé. En vérité, je suis toujours au-dedans. Je n'ai pas pu sortir. Je suis assise dans un angle de la pièce, les yeux baissés, les mains posées à plat sur le parquet, de part et d'autre de mon corps replié. Le plus angoissant, c'est le silence. Ma voix ne s'entend plus au dehors. Je suis recroquevillée. Le jour paraît une éternité épaisse dans laquelle se noie également le jour à venir. L'angoisse a empli les moindres interstices, s'est infiltrée au plus profond, devient la seule référence. Je laisse un duplicata de moi-même en tournant la clé dans la serrure. J'ai le sentiment que j'y suis encore, que je gratte à la porte. Je m'attarde sur les joints irréguliers du carrelage de la cuisine. Si tu poses un pied sur la ligne, tu seras dévoré par les crocodiles.
Combien d'heures peut-il passer sur ce tabouret, au centre de la pièce? Je le vois flotter, sans densité, avec un corps qui s'échappe. Je le vois les yeux perdus, contemplant les plis du rideau, désœuvré. Le rideau longuement choisi, minutieusement fixé, cheville dans les murs, la bonne longueur. Le rideau à présent fixé pour les 10 ans à venir, et le carrelage parfaitement posé, et les plaintes parfaitement vissées, peintes et repeintes. Les angles droits, 3 couches de peinture espacées chacune de 24 heures de séchage. Tout est en ordre. Il est assis sur un tabouret au centre de la pièce, le regard enfermé dans les murs, l'enthousiasme envolé. Et les vacances à la mer? Pas envie. Allez-y sans moi, je surveille la maison. Je ne voudrais pas qu'il arrive quelque chose. Allez-y, vous vous amuserez mieux sans moi. Je pense à l'alignement des carreaux beiges et blancs au-dessus de l'évier. Je pense. Il y aura des enfants pour dessiner sur le mur de la chambre, des bonhommes avec une bouche qui sourit. Je repose ma tasse de thé. L'appréhension s'immisce dès que je pousse la porte d'entrée. Je monte par paliers en imaginant déjà. Je sais le couloir central, la grande plante de l'entrée qu'il faudra arroser. Je sais les quelques fissures dans le plafond de la cuisine et les 3 tomates ébréchées au sol. Je sais la trace laissée par l'humidité sur le mur du salon, sa forme énigmatique, une compagnie. Je sais le parquet qui grince et le voyant rouge du répondeur, puis l'odeur des draps. J'ouvre la porte, j'allume, fredonne un air, de quoi emplir un peu plus d'espace que celui de mon corps. Je reste immobile, un temps, le temps que ma présence s'échappe alentour, réinvestisse les lieux, reprenne ses droits, une pièce après l'autre. Il en faut de l'énergie pour remplir un appartement. Je vais dans le salon, j'allume la radio. À peine plus tard, il commence à rire. J'entends ce rire mauvais. Je le déteste avec sa souffrance, son rire comme si c'était la seule solution. Il vaut mieux pleurer, dégouliner d'eau salée que de répandre ce rire immonde. Je voudrais le faire taire, lui taper sur la tête, le jeter par terre et lui marcher dessus. Qu'il cesse de souffrir, qu'il cesse de devenir fou. Je l'exècre, lui et ses planches de bois à polir, ses boutons de porte, ses poignées de tiroir, sa robinetterie et les motifs du carrelage. Qu'il se taise, qu'il cesse d'exister. Une nausée, un énervement profond de chaque parcelle. Il n'existe plus. Cette pièce est vide. Les rideaux sont-ils tirés? Je suis divisée, impalpable, dilatée. Des flots s'échappent que je regarde s'enfuir en filets vaporeux. Mon corps se creuse de sa substance et les contours se flétrissent. Je m'amenuise. Mouvement de dépossession, de déversement. Je tâche de réfléchir encore. Je m'assieds encore, juste au bord du lit. Il restait des heures dans un fauteuil, près de la cheminée, la forme de son corps incrusté dedans. Il restait là, assis, pendant qu'on jouait devant la maison, sur le chemin de terre, avec la fille des voisins. Je me disais, si une ampoule grillait, si une ampoule pouvait griller, il se lèverait pour la changer, il passerait devant la fenêtre, il nous ferait un signe de la main, on lui répondrait. Je revois ma grand-mère, ses pieds dans les bottes, sur le chemin, la petite murette sur laquelle elle s'asseyait, juste un peu, pour reprendre son souffle. Ma grand-mère est bien là. Elle a réchauffé le potage du soir. Je glisse dans l'eau du bain, coupée en deux par la chaleur au contact de l'eau. La raideur des membres restait à l'air libre. Pour une fois, remplir la baignoire à ras-bord. Rien que la tête qui surnage, cheveux déliés dans l'eau, les yeux ouverts, puis les yeux fermés. Bleu et blanc, et bleu et blanc. Les petits carrés de faïence qui décorent en liseré le pourtour de la baignoire. Un bleu, puis un blanc, puis un bleu. D'un angle à l'autre, un blanc, puis un bleu, puis un blanc. J'aurais dû les repeindre les carreaux.
une peinture résistante à l'eau. Repeindre tout, on ne se pose plus des questions. Plus rien à compter, décompter. D'un angle à l'autre, combien de bleu, combien de blanc? Y en a-t-il un de plus? Tout repeindre pour que cela soit clair et lisse et limpide. Tout en blanc, nous sommes quittes. Sans cela, je peux tout aussi bien imaginer qu'à travers le mur, au-delà, à travers la pièce, dans tout l'espace, la litanie continue. Bleu et blanc, puis bleu et blanc. Pourquoi cela cesserait-il? Encore un bleu, puis encore un blanc, puis encore. J'attends avec avidité le dénouement de cette obsession peu à peu palpable, l'état de déliquescence avancée de ce lieu où je loge, où loge mon corps. Ils me disent « Ressaisis-toi !» Ils me tirent les cheveux. Ils cherchent à arracher l'impalpable qui se colle dans mon ventre. Ai-je définitivement sombré dans l'ailleurs? Je plante mes ongles dans le sol. Ils peuvent me tirer par les pieds. Peut-être y parviendront-ils. J'ai choisi de rester jusqu'au terme de cet espace clos de boulot où naviguent des pas en cercle concentrés au fond de mon corps. La lumière monte. La lumière depuis la fenêtre du bureau, jusque dans le couloir où je tiens. Je me tiens sur le sol, dans le rayon de lumière au milieu des particules de poussière qui voltigent. Et je regarde. La porte du bureau est grande ouverte. Alors, rien ne se passe. Toujours le bureau de Boisson, avec son fauteuil. Le meuble à tirer métallique, sans ranger les papiers correctement. Le canapé des regards au toujours la lampe de paline posée dans la niche à côté de la fenêtre. Les graveurs sont là, et les coussins sur le canapé. Les rideaux sont ouverts. Je suis agitée. Mes cheveux partent en poignée sous la brosse qui les coiffe. Un tremblement me parcourt le corps. Ils me parlent doucement. Leur voix s'insinue dans le creux de mon oreille en un susurrement détestable. Ça se frotte sur moi, ça gratte contre mes tempes. Je sens le frisson monter, les perles d'eau glacée couler dans mon dos. Je voudrais ouvrir les yeux, mais il n'y a plus rien que ce grésillement coloré et les serpentins multicolores. Ressaisis-toi, s'enfonce dans les orifices. Qu'est-ce qui se passe? Coule jusqu'au point nerveux du corps. Parle-moi, monte encore dans les aigus. Mais parle enfin, regarde-moi. Cette voix me crie, elle me gifle et bientôt je vais réagir. Mes mains se dressent, je ne veux pas sortir d'ici. Et pourtant le souffle qui depuis ce temps me laminait paisiblement le corps me mord à présent les talons. Il m'accole à la porte d'entrée, de sortie. Je vois le panneau lumineux vert clignoter. Issue de ce monde. Je l'ai vu si souvent et jamais emprunté. Cela m'aspire, cela me pousse et mes pieds sont collés aux lattes du parquet. Il y a du jaune qui me cogne dans les yeux et des éclairs de douleur dans la tête. Il y a des bribes de rêves et de cauchemars où se répandent les fleurs de la nappe. Les petites fleurs régulières de la nappe, sur lesquelles tombaient des gouttes épaisses de potage lorsque ma grand-mère servait la soupe. Pour le dessert, on retournait l'assiette dans laquelle on avait mangé. On y déposait quelques cuillères de confiture de groseille. Brodée en forme de lignée. Ces trois couleurs-là, leur vibration, le dernier élément à inscrire dans le carré du puzzle. Trois couleurs, effet d'optique, et l'image me revient. Les groseilles gonflaient en grappes transparentes dans les allées du jardin, le jour où mon père nous a fermé la porte au nez. Fermer la porte au nez, au premier sens du terme, au sens propre. Je venais de l'apprendre à l'école. Les expressions ont un sens propre et un sens figuré. Sur le moment, je n'ai rien pensé. J'ai simplement hésité à rire. Mon père n'avait pas l'habitude de faire des blagues. Il y avait eu tous ces mercredis où nous allions au marché à vélo. Ma mère, ma sœur et moi, tous ces mercredis-là, immuables, partant à 10h dès qu'il faisait beau, montant la première côte à pied, poussant le vélo parce qu'elle était trop raide.
Il y a eu tous ces mercredis avant ce mercredi-là. Pendant qu'on attachait dans le garage les cartons vides sur les porte-bagages de nos vélos, il a sûrement commencé à fermer une, à clé, les portes de la maison. Pendant qu'on parcourait les 3 kilomètres jusqu'à la place du marché, pendant que ma mère choisissait les légumes, les fromages, remplissait les cartons, pendant que nous regardions avec avidité, ma sœur et moi, les jouets en plastique du bazar, il a dû rester assis, tranquillement, dans un des fauteuils en cuir du salon. Les vélos rangés côte à côte dans le garage et les cartons dans nos bras, on est arrivé devant la porte vitrée, celle de devant. Ma sœur a posé son carton sur le paillasson, elle a tourné la poignée. La porte était fermée à clé. On a rejoint la porte de derrière, le carton en équilibre sur un genou, ma sœur a tourné la poignée. La porte était fermée à clé et la clé n'était pas sous la tuile. On s'est assise pour attendre le retour de mon père, puis on a entendu du bruit dans la maison. On a collé nos visages contre la vitre, ma sœur et moi, à cause du reflet qui nous empêchait de bien voir. On a vu mon père, debout, à quelques mètres de nous, qui faisait de grands gestes avec les bras. On a commencé à rire. Ma mère a regardé aussi, puis elle a dit en haussant le ton : « Ouvre-nous, qu'est-ce que tu fais ?» Il s'est agité plus violemment, des gestes bizarres qui ont figé le rire dans nos bouches. Il a crié : « Dehors, dehors, c'est ma maison !» Ma sœur s'est mise à hurler : « Papa, laisse-nous entrer !» Peut-être a-t-elle été la première à comprendre. Je suis allée m'asseoir sous le tilleul et j'ai attendu, immobile, que la scène prenne fin. Ma mère a crié qu'elle ne comprenait pas, que ce n'était pas drôle. Il a crié : « Vous abîmez tout ! Et celle-là, dit-il en me montrant du doigt, celle-là c'est la pire. Elle claque toujours les portes. Les portes, elle les claque toujours. C'est une vraie manie. Un vrai courant d'air à elle toute seule. À croire qu'elle le fait exprès. Plus je lui dis, plus elle les claque. C'est pourtant simple, c'est pourtant facile. Quand on l'a dit une fois, on ne devrait pas avoir à le répéter. S'il y a un loquet sur une porte, c'est pas pour faire joli. Qu'est-ce que tu crois ? C'est pour la fermer correctement. Il est resté seul. Il a poncé, récuré, entretenu, arrangé, remplacé les tuiles du toit, coupé du bois pour la cheminée, purgé les radiateurs, bouché les fissures, recollé la tapisserie, lu le journal. Il y en avait 3 posés sur le frigo. Tout est en parfait état, a dit le notaire. Habitable de suite. Couper du bois pour la cheminée, réparer la chaudière, purger les radiateurs, repeint les volets, les portes vernies. Il est resté tout seul à empêcher sa maison de vieillir, comme je l'aurais démolie à coups de marteau, comme je l'aurais démolie la maison toute construite des mains de mon père et qui nous a craché au visage, comme j'en ai eu le ventre plombé d'arriver là, le bruit des petits graviers sous les roues, et lever les yeux vers elle, bien plantée sur son talus. 3 fenêtres en bas, 4 en haut, plantée là, me regardant et me défiant, et m'annonçant : « Vois-tu, je suis toujours la même. » Moi debout, sur le paillasson, clé dans la main. Moi ouvrant la porte, m'asseyant aussitôt recomptant les petits carreaux au-dessus de l'évier. Couper l'eau, fermer les volets. C'était bien tout ce que je pouvais faire, maintenant que cette maison ce n'était plus que du vide à l'intérieur. Rien que du vide laissé, une coquille vide. Le notaire a téléphoné. La maison vient d'être vendue. Le corps est un espace avec des portes d'entrée, les yeux, les oreilles et une porte de sortie, la bouche. Le corps est un espace dans lequel on se tient. Par la bouche, on crie. Le corps est le premier lieu et le corps est changeant. Il a des fissures, des brisures qui apparaissent à l'intérieur et à l'extérieur. Il se laisse envahir, effriter, racornir. Il fait signe, il se tait, il obéit ou pas. On le lave, on l'habille, on l'entretient. On s'en occupe. Mais quoi qu'on fasse, il nous fait la grâce de vieillir en même temps que nous. Le plus étrange est ce lieu qui m'entoure. Le parquet sombre figure la terre, les lattes brunes, les racines des grands pins. Le bleu peint du plafond représente bien évidemment le ciel. Par l'art de la métaphore, je pourrais tout aussi bien n'être qu'un arbre, les pieds ancrés dans la boue, les bras tendus, mains écartées, s'agitant sous la houle. J'imagine sous l'eau, comme bulle soulevée, frottement du silence contre les oreilles. Un bruissement régulier tout atténué, compté jusqu'à 20, 30, 40 bulles d'air remontent à la surface, surnagent au milieu des lys. J'ai dit, c'est bien que la maison soit vendue. Il y aura des enfants pour dessiner sur les murs de la chambre des bonhommes avec un gros ventre et une bouche qui sourit.